Bien, et donc on enchaîne. C'est toujours un exercice un peu particulier, cet enchaînement. Comme je vous le disais, il va être question durant cette édition de lutte, de contre-récit, de recherche d'alternatives, de fertilisation des imaginaires. Et donc nous sommes vraiment heureux d'ouvrir cette 14e édition. Alors attendez, j'ai un tout petit problème technique, c'est que j'ai oublié des affaires. L'essentiel. Donc nous sommes heureux d'ouvrir, oui, cette 14e manufacture d'idées avec David Wengrow, qui est auteur avec David Graeber de ce livre assez incroyable. Au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité, un des ouvrages les plus stimulants, les plus passionnants qui nous a été donné à lire ces dernières années, et qui répond justement à ce désir de proposer de nouveaux récits, d'inventer de nouvelles alternatives, de produire de nouveaux imaginaires, comme je viens de l'évoquer, que nous allons essayer de déployer durant ces 5 jours. Alors, de quoi il s'agit? Depuis des siècles, on nous raconte une histoire très simple sur les origines des sociétés humaines et des inégalités sociales. Pendant l'essentiel de leur existence sur Terre, les êtres humains auraient vécu libres et heureux au sein de petits clans de chasseurs-cueilleurs, jusqu'à l'apparition de l'agriculture, qui aurait engendré la propriété privée et des sociétés de plus en plus inégalitaires et hiérarchisées. Puis seraient nées les villes, marquant le début de la civilisation, mais aussi des guerres, de la bureaucratie, du patriarcat, de l'esclavage. Et en fait, l'ouvrage de David Graeber et David Wengrow vise à déconstruire cette approche linéaire de l'histoire de l'humanité, ce récit dominant, qu'eux jugent faux et ennuyeux, qui légitime aussi les forces coercitives de nos États-nations. Et pour déconstruire ce récit, ils se sont appuyés sur les dernières découvertes archéologiques et des travaux d'anthropologie qui étaient oubliés ou sous-estimés. Donc d'où cette enquête monumentale qui nous offre un tableau assez captivant, fait d'allées et venues politiques, de soubresauts, d'expérimentation de formes de pouvoir, de trajectoires sociales inattendues, et qui nous fait explorer, par exemple, le rôle probable des femmes dans la domestication des plantes au Proche-Orient néolithique, la naissance en Ukraine des premières grandes agglomérations humaines, la géométrie sacrée des gigantesques enceintes bâties par des chasseurs-cueilleurs à Poverty Point en Louisiane, ou encore les labyrinthes d'un site mystique au Pérou. Et donc, vous aurez compris que, au vu de ce livre, il était difficile de ne pas commencer une édition qui s'intitule Dans les plis du monde, avec un tel ouvrage. Donc je vais vous présenter tout de suite David Wengrow. David est archéologue, professeur à l'Institut d'archéologie de l'Université College de Londres. Vous avez publié plusieurs livres et articles sur l'origine de l'écriture, l'art antique, les sociétés néolithiques ou encore l'émergence des premiers États en Égypte et en Mésopotamie. Vous avez mené des fouilles archéologiques en Afrique et au Moyen-Orient, notamment au Kurdistan irakien. Et je veux dire un mot de votre co-auteur, David Graeber, pour les gens qui ne connaîtraient pas David Graeber. Donc David était anthropologue, militant anarchiste américain, figure de proue du mouvement Occupy Wall Street, qui est devenu mondialement célèbre pour ses travaux, par ses travaux sur la dette, avec ce livre « Dette, 5000 ans d'histoire », et son livre sur les bullshit jobs, qui l'a rendu mondialement célèbre, avant sa mort prématurée en 2020. David Graeber, dont la clarté intellectuelle, la puissance de pensée, l'engagement infaillible au service de la justice et de la liberté, mais aussi l'humour, ne serait pas trop dans cette période, je crois. Et donc, ça va être ma première question. David,
comment est né ce livre ensemble? Comment vous avez eu cette idée de faire un livre ensemble qui vous a occupé plus de 10 ans? Livre d'ailleurs dont je signale que vous êtes en train de donner une suite. Peut-être que vous nous en direz un mot. Et donc un livre qui vous a occupé pendant plus de 10 ans, dont vous dites en avant-propos qu'il a commencé comme une sorte de récréation, une espèce de jeu ludique au milieu de vos charges universitaires, entre guillemets, plus sérieuses. Donc comment est né ce livre avec Graeber et que représentait David Graeber pour vous au moment où vous vous êtes lancé dans cette entreprise et comment vous avez travaillé pendant ces 10 ans de collaboration ensemble? Merci, Emmanuel. And please excuse me that my French is very rusty. Je vous prie de m'excuser parce que mon français, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas beaucoup parlé. So while I understand reasonably well, I'm going to speak English. Donc même si je comprends relativement bien, je vais parler en anglais. I'm sorry. Je vous prie de m'excuser. And I also just want to thank Emmanuel for this Je voulais simplement invitation. aussi dire merci à Emmanuel pour cette invitation. And to all of you for coming. Et merci à vous toutes et à vous tous And d'être also, présents. To the wonderful, Et translator of our aussi, book, merci into French, lady au called, traducteur Élise du Roy. livre en français, traductrice Élise. Really was Elle a fait un travail extraordinaire. I consider her a sort of co-author because Je la considère véritablement comme une co-autrice. Il faut savoir qu'elle a travaillé de façon très très créative sur les textes. Et effectivement, tout bon traducteur ou traductrice doit intégrer le texte vraiment au fond d'eux-mêmes, au très fond de leur être. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. So your question is about my Alors, co-author. Votre question, Emmanuel, est sur mon co-auteur. I was thinking about this quite recently, actually, because J'y ai pensé assez récemment. there was a very bad and sort of inaccurate piece. Il y a eu in a un publication article qui a été publié la semaine dernière, un article qui n'était pas juste surprising, even du with tout people who are au sujet de recently David deceased. Graeber. How C'est très quickly, surprenant que memory becomes, très très a rapidement little bit, après le décès d'une personne, la mémoire des personnes devient très très malléable, and disons, facts, pour le dire poliment. into fiction and vice Et versa. ces éléments de fait deviennent The de fact la is that fiction in et the year vice-versa. 2005, David Graeber was En dismissed 2005, from, David Yale Graeber University, a été licencié de l'université de Yale under circumstances which are still debated. dans des circonstances qui sont encore At the débattues. time, he was already the most widely read, À l'époque, widely c'était translated déjà and la personne la published plus his lue, generation. la plus traduite de sa génération à Harvard. And generally regarded as the most gifted anthropologist. Et en règle générale, on considérait que c'était le théoriste anthropologue le plus doué de sa génération. But he wasn't awarded tenure Et at peut-être même Yale. de tous les temps. Or, à Yale, And il n'a pas subsequently, pu he was completely travailler. unable, despite Et his, par la suite, academic achievements, Malgré toutes ses réalisations exceptionnelles dans le monde académique, il n'a même pas pu trouver un poste en tant qu'enseignant dans quelque université que ce soit en Amérique du Nord. it is on record that he applied for more than 20 Il a candidaté, nous le savons aujourd'hui, pour plus de 20 postes en tant qu'universitaire. and never got past the first round. Et pourtant, il n'a jamais dépassé le premier round d'entretien. At which point, out of frustration, Ainsi, he étant donné began, qu'il était très applying to frustré, il a commencé à universities in the postuler UK. pour d'autres universités, and des elsewhere. universités au Royaume-Uni et dans d'autres pays. And I think the first time I ever encountered, Et il me semble que la toute première fois que je l'ai although we rencontré, didn't really have a proper conversation même at si the nous n'avons time, pas eu une was when véritable he applied conversation for my à l'époque, university c'est lorsqu'il a in posé London. sa candidature pour mon université College à Londres, London. University College London. where he was shortlisted but wasn't Et appointed. il était sur le shortlist, mais on ne lui a pas proposé de poste malgré tout. And I actually got to know him in New York City. Et en fin de compte, j'ai appris à le connaître à New York, dans la Ouais. ville de New York.
Avec du recul, je considère que c'est un petit peu obscène. À l'époque, j'avais 2 postes universitaires, un poste à Londres et l'autre à l'université de New York. Et David, lui, avait un mal fou à trouver un poste dans quelque université que ce soit. Et donc, je me rendais à New York 2-3 fois par an. David habitait New York. Et c'est vraiment là que nous avons fait connaissance. Et puis, au final, le collège de Goldsmith à Londres, et soit dit en passant, vous avez parlé de mon ami Hazel, qui est architecte, Forensic Architecture. Lui aussi est en poste à Goldsmith College. Et c'est Goldsmith College, au final, qui a proposé un poste à David Graeber, bien plus en dessous du niveau auquel il pouvait prétendre en tant qu'universitaire et en tant qu'enseignant. Et donc, David a déménagé pour vivre à Londres et du coup, nous avons pu communiquer très, très facilement. Et sans plus attendre, le London School of Economics lui a proposé un poste en tant qu'enseignant à un bon niveau. Et ainsi, il a retrouvé une certaine stabilité professionnelle, alors que pendant des années, il a vécu des années très, très difficiles. Tout le processus était très compliqué dans le cadre du monde universitaire. Pendant ces années-là, qui auraient pu tuer bon nombre d'universitaires tellement c'était démotivant, David, à la place, a écrit énormément de livres intellectuels, un grand nombre, et a joué aussi un rôle fondamental dans le lancement du mouvement Occupy Wall Street, et au niveau du mouvement global en faveur de la justice aussi. Pour moi, il s'agissait d'une personne exceptionnelle, une personne extraordinaire. Et je me sens très chanceux d'avoir pu le compter parmi mes amis. Nos interactions ont démarré en tant qu'amitié, tout simplement. C'était aussi une amitié intellectuelle, je dois dire. Le genre d'amitié qui est désormais très difficile à maintenir, à entretenir à l'heure actuelle, même au sein de l'université, de mon point de vue. Et donc, les choses se sont développées, on va dire, de façon très organique. Nous avons été frappés suite à la crise financière en 2008 par les volumes immenses de livres qui ont refait surface pour recréer des débats qui avaient eu lieu à l'époque des Lumières, des débats qui étaient très anciens, qui remontaient à des siècles sur les origines de l'inégalité dans nos sociétés. Des livres qui posaient les questions fondamentales, d'accord, mais des livres surtout qui creusaient, qui analysaient les phases qui remontaient très très loin dans l'histoire. Mais ce qui nous a vraiment frappés tous les deux par rapport à ces livres, et que ces livres n'étaient pas écrits par des personnes qui étaient spécialisées dans nos domaines. L'archéologie et l'anthropologie, comme vous le savez, ce sont les seuls domaines, les seules disciplines qui spécialisent dans la compréhension de la totalité de la culture humaine et de l'histoire humaine, sans exception. Or, ces livres dont je parle ont été écrits par des personnes qui étaient spécialisées dans tout un tas de domaines, mais surtout des domaines tout autres que les nôtres. Des économistes, des scientifiques politiques, des géographes, et ainsi de suite. Et ce qui nous a vraiment frappé
quant à cette littérature. Et je parle vraiment de livres qui ont eu un très grand succès. Ce sont des livres que vous pouvez trouver dans quasiment tous les aéroports ou au moins dans les salons des aéroports. Ce qui est surtout très probant, c'est que ces livres ne capitalisent absolument pas sur toutes les connaissances, les véritables connaissances qui existaient et qui existent depuis à peu près les années 60, 1960. Voire, certains de ces livres se sont vraiment identifiés avec des philosophes dont les prises de position proviennent du XVIIe ou du XVIIIe siècle, qui trouvent leur base, leur prémisse dans ces époques-là, et ces personnes-là sont mortes depuis des centaines d'années. Et donc, très lentement avec David, nous avons commencé à nous dire que nous devions peut-être faire quelque chose dans ce contexte. Tout simplement afin de partager au moins certaines des découvertes que nous considérions comme étant essentielles dans notre domaine. Des découvertes sur certains des sujets que vous avez abordés, les origines de la propriété privée, de l'agriculture, les conséquences du développement urbain. Et tout d'un coup, nous nous sommes rendus compte que cela faisait fort longtemps que les archéologues, les anthropologues essayaient véritablement de faire ceci. Peut-être qu'en France, la situation est un petit peu meilleure. Vous avez Philippe Descola. Vous pouvez regarder en arrière et ainsi vous retrouver Claude Lévi-Strauss. Or, dans mon pays, c'est l'enfer. Il faut vraiment remonter très très loin jusqu'aux années 1940, vers Gordon Child, des personnes comme ça. Et si vous voulez entendre un archéologue ou un anthropologue qui a pu vraiment s'engager, discuter ou aborder les sujets sociétaux. Et donc, nous nous sommes dit, allez, on va essayer, on va expérimenter. Et au départ, notre intention était d'écrire un tout petit livre, presque un dépliant. Et comme vous le savez, ce n'est absolument pas ce qui s'est passé au final. Pourquoi est-ce que cela ne s'est pas passé comme ça? Simplement parce qu'on a découvert que ce travail de synthèse n'avait pas été réalisé par d'autres érudits, par d'autres universitaires. Nous aurions pu présumer, par exemple, qu'un sujet qui forcément va intéresser tout le monde, tel que la pratique de la démocratie dans les différentes cultures autour du monde, les cultures autour du monde qui ne font pas partie de l'Occident, disons, que ça pourrait être un sujet qui devrait intéresser quelqu'un ou devrait avoir intéressé quelqu'un qui, par la suite, aurait pu tout mettre par écrit. La réponse est non, ça n'existe pas. Où nous aurions pu imaginer que l'existence des villes, qui sont gouvernées sans des formes de gouvernement très hiérarchiques, auraient également pu être pris à bras-le-corps dans une analyse comparative d'une certaine façon. Et effectivement, il y a eu pas mal de littérature sur ce point, mais personne ne lisait cette littérature à part une poignée d'universitaires. Donc toutes ces choses qui nous paraissaient si importantes
était en quelque part verrouillé ou enfermé dans des livres, dans des journaux très très spécialisés. Et même si on était intéressé par ces sujets, il fallait vraiment se frayer un chemin pour les trouver, pour pouvoir y accéder ou pour pouvoir publier sur ces sujets. Non, mais juste, c'est vrai que ce tout petit livre qui est devenu cette somme incroyable. D'ailleurs, je fais juste une remarque pour vous dire quand même que c'est un livre assez incroyable parce que, bien entendu, c'est un livre où les chapitres se répondent, où vous revenez en arrière, vous lisez des choses, et voilà. Et donc, je veux juste vous dire que si vous faites comme moi, que vous les lisez plusieurs fois, voilà, ça donne à peu près ça. C'est-à-dire que moi, mon livre, il part en morceaux. Voilà, vous direz à votre éditeur qu'il faut qu'il revoie la fabrication de ses livres. Mais donc, c'est un livre où, justement, vous amenez plein d'apports nouveaux. On va en voir quelques-uns. Mais j'aimerais, juste pour les personnes qui n'ont pas lu le livre, je parlais de la manière de vous déconstruisiez le récit dominant qu'on a toujours appris, en fait. Juste de manière très très brève, vous déconstruisez deux perspectives qui viennent de très loin et dont vous dites qu'elles ont eu des conséquences politiques désastreuses. Est-ce que vous pouvez juste en quelques mots nous présenter ces deux perspectives avant qu'on parle justement de la manière dont vous déconstruisez ça et les apports de votre livre? On my chin? Really? Like this? Oh, I've never ever been asked to do that. On ne m'a jamais demandé de poser le micro ici, mais apparemment l'équipe technique demande. Je n'y arriverai peut-être pas tout le long. I'll only do it if he does it. Je ne le fais que si lui il le fait. Moi, je le fais, moi. Okay. That's right. I mean, actually, it's important, I think, to be clear. Je pense qu'il est important d'être clair. Our book is not a critique of the Notre work livre of any Enlightenment n'est philosopher. pas une critique du travail qui a été réalisé par rapport à la philosophie des Lumières. It's not a critique of Thomas Hobbes. It's not Ce a n'est pas une critique de of Thomas Jean-Jacques Hobbes, Rousseau. de qui que ce soit. It's a critique of contemporary Il writers s'agit d'une critique, en revanche, des who écrivains, identify des auteurs with contemporains people like Hobbes and Rousseau, que j'associe avec Hobbes et avec Rousseau, or repeat very simplified versions of what they ou were qui saying. répètent des versions fortement simplifiées de ce que disaient Rousseau et Hobbes. So we need to separate these two things. Donc nous avons besoin in de order to bien talk séparer about. ces deux choses afin de pouvoir avancer dans la discussion. The reality of these two positions you refer to is actually very La interesting. réalité de ces deux prises de position auxquelles vous avez fait référence est très Goes intéressante. back before Hobbes and Rousseau. Avant Hobbes et avant Rousseau, To the kind of debates that were going on cela mainly nous in Spain. ramène au débat qui avait lieu essentiellement en At the Espagne. time of the Spanish conquest of the Et Americas, à l'époque des conquêtes espagnoles des Amériques, it goes back to figures like Bartolomé de las cela Casas, nous ramène à des personnes comme de la Casas, Francisco Vitoria, who Francisco de Toria, were involved with the great debates in places ces personnes like qui étaient impliquées Valladolid and dans Salamanca, les grands débats avec Salamanque par exemple. which were debates about the treatment Et ces débats of étaient concentrés, colonized focalisés peoples sur le in the traitement Americas des personnes colonisées aux Amériques after the fall of the Aztec Empire après la chute de l'Empire des in the early Aztèques decades of the 16th dans century. les premières décennies du XVIe siècle. Spanish and Portuguese found Les Espagnols, themselves les suddenly Portugais, with power tout d'un coup, ils se sont retrouvés avec du pouvoir, over millions of indigenous avec un subjects pouvoir sur des milliers de personnes indigènes, who could not be regarded as infidels, qui ne pouvaient pas religious être considérés comme des infidèles in religieux, quite the same way as Muslims. en tout cas pas de la même manière que les musulmans.
toutes les guerres, les croisades, tous les combats qui avaient eu lieu depuis le Moyen-Âge contre tout un ensemble d'empires musulmans, forcément ont été présentés comme étant des guerres de religion, des luttes contre des personnes qui avaient tout simplement rejeté le message de Jésus-Christ. Les Américains natifs ou les personnes de Première Nation, a priori, n'avaient aucune conscience de ce que c'était de qui était Jésus-Christ. Ils pouvaient être vus comme étant des personnes sans foi. Mais il était très difficile de dire que ces personnes avaient consciemment rejeté la foi chrétienne. Et ainsi, tout un ensemble de débats ont vu le jour. Des débats sur les traitements inacceptables, les génocides, les viols, les meurtres, et également le vol de leurs terres. Et au sujet de cette brutalité très crue, nue, comme on dit en anglais, la question était, est-ce que tout cela peut se justifier si on tient compte de la loi, de la religion ou de tout ce qui est moral? Et si on ne pouvait pas invoquer la religion, si on ne pouvait pas justifier un tel traitement par la religion, ainsi le débat devait changer de terrain. Et les personnes comme la Casas qui avançaient les arguments pour aller à l'encontre de ces génocides, de ces traitements des peuples indigènes, ces personnes ont commencé à parler en utilisant des termes tels que la loi naturelle. Quels sont les droits de base, les droits fondamentaux des êtres humains tout court? Les chrétiens, les musulmans, les personnes qui n'ont pas forcément de religion, ou toute autre personne, simplement parce que la personne est là et parce que la personne est un être humain. Et ce débat a vraiment créé un tout nouvel espace pour l'imagination. Et un nouvel espace juridique également. Et ainsi, les philosophes tels que Grotius dans les Pays-Bas ou Thomas Hobbes en Angleterre, ces personnes ont pu rentrer dans ce terrain de réflexion et ont pu donner un point de vue, ont pu apporter des suggestions sur la nature de l'existence humaine dans une espèce d'état de pureté. Et en quelque sorte, les prises de position qui ont été développées à cette époque constituent encore aujourd'hui le centre, la base de la théorie politique et du droit international encore aujourd'hui. Il se passe que les deux théoriciens qui sont cités le plus souvent, surtout dans la littérature contemporaine sur les origines de l'égalité, sont Hobbes, justement, et Rousseau. Même si ce sont des personnes qui ont vécu avec un écart de 100 ans, Hobbes a publié son livre très connu, Léviathan.
où il parle essentiellement de la guerre civile anglaise, écrite dans les années 1760, 1750, et un essai beaucoup plus court que Rousseau a soumis à l'Académie en 1750. Il s'est agi d'une compétition à l'époque. La question qui a été présentée aux personnes qui devaient écrire leur essai était la question suivante. Est-ce que l'inégalité est une condition naturelle? Est-ce une condition naturelle pour les sociétés humaines? Rousseau's essay did not win. La dissertation de Rousseau n'a pas gagné. But nobody's ever heard of the essay that didn't. Mais personne n'a jamais entendu parler de la dissertation qui, à l'époque, avait gagné. Or its author, who was some religious figure. Et l'auteur, c'était quelqu'un de très obscur, quelqu'un avec certaines croyances religieuses. La dissertation de Rousseau, le discours sur les origines de l'inégalité, est très certainement devenue la dissertation la plus connue de tous les temps, encore aujourd'hui. Et si on prend la dissertation, si vraiment on l'interprète de la façon la plus basique possible, on pourrait dire que cela présente la vie contraire de ce que présente Hobbes. Or, moi j'aimerais insister sur le fait qu'il s'agit de bastardisation. Il y a des personnes telles que Steven Pinker qui écrivent de cette manière. Or, ce n'était pas ça le fond. Certains disent qu'il y a comme une juxtaposition très très simple. Selon Hobbes, on dit que l'humanité, dans son état le plus cru, dans son état le plus naturel, l'humanité existe et il n'y a que le conflit. Tout est question de conflit. La guerre, par exemple, où c'est la guerre qui crée la guerre et qui tourne en boucle en permanence. Et c'est seulement lorsqu'on se rend, lorsqu'on rend les libertés individuelles, lorsqu'on s'incline devant un pouvoir, un grand pouvoir, Kings, police, judges, les rois, les polices, les armées, les juges, qu'un certain ordre peut être maintenu au sein de la société humaine. Et puis certains de ces écrivains modernes suggèrent que Rousseau a dit tout le contraire, que Rousseau a dit que l'humanité dans son état d'origine, l'humanité était assez sympa, égalitaire, ne connaissait pas la propriété privée, ne s'y intéressait pas, et qu'au final, le récit de la civilisation est le récit tout simplement d'une perte d'innocence, avec un peu la chute ou le rejet du jardin d'Éden. Et cela démarre avec le moment, comme il écrit dans cette dissertation, où quelqu'un a construit une clôture autour d'un terrain et a commencé à planter des choses, à faire de l'agriculture, et a commencé à dire, ça, ce terrain, il est à moi. Ce n'est pas le vôtre. Bien sûr, par la suite, on nous dit que c'est ce qui a fait que la propriété privée a vu le jour. Et avec le développement des technologies et le développement des villes,
Nous avons vu arriver le gouvernement centralisé, la civilisation et la perte des libertés humaines. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'analyses ou de descriptifs fortement simplifiés de ces deux auteurs. En réalité, les similitudes entre Rousseau et Hobbes sont bien plus intéressantes. Et une similarité fascinante est qu'aucun de ces deux auteurs n'a prétendu présenter une histoire de l'humanité, de ce que c'était que l'humanité. Ils sont très très clairs dans ce qu'ils écrivent. Ils disent simplement qu'ils sont en train de mettre en œuvre une expérience en termes de leur pensée, en termes de leur réflexion. Et même si leur intention avait été d'écrire une histoire, un récit objectif, ils n'avaient aucun matériel à l'époque pour le faire. Et donc, à mon sens, cela est fascinant, mais également plutôt inquiétant que les récits qu'ils ont formulés en réalité sont devenus ce que nous appelons désormais les sciences sociales. Et il y a d'autres similitudes très importantes entre ces deux fables, et j'utilise bien le mot fable. Chez Hobbes et chez Rousseau, vous pouvez trouver l'idée comme quoi les êtres humains, au départ ou dans leur état d'origine, vivaient dans une condition d'isolement les uns des autres. Ce n'est pas vrai que Rousseau revendique que les êtres humains étaient plutôt sympas les uns avec les autres dans leur état naturel. Essentiellement, son être humain imaginaire est plutôt c'est un proto-humain. Et c'est quelqu'un qui est fortement introverti et aussi assez bête. Et très mal à l'aise quant à l'idée d'avoir un contact avec les autres. Les êtres humains s'évitent. Et c'est seulement si nous avons l'obligation d'entrer en relation que nous le faisons, mais cela implique une perte d'autonomie, une perte de liberté. Donc, le contrat social est une forme de sacrifice par rapport à ces libertés au départ. On est obligé de faire des sacrifices afin de pouvoir vivre ensemble. Mais si vous lisez très très attentivement, nous avons toujours l'impression que les libertés originelles peuvent être retrouvées. Et dans ce sens, il est vraiment l'ancêtre de Karl Marx. Alors que Thomas Hobbes, de nos jours, est plutôt quelqu'un qui rend enthousiaste les penseurs de droite. Le problème est que l'idée de Rousseau quant à la liberté, la définition de la liberté, c'est très fantaisiste. Mais comme nous essayons de le démontrer dans le livre, le fait que les académiciens du XVIIe siècle en soient déjà au XVIIe siècle à poser cette question, et gardons à l'esprit que c'était 4 décennies avant la Révolution française. Il s'agit donc de personnes qui vivaient à l'époque dans une société fortement hiérarchisée, et pourtant, il y avait déjà cette impression comme quoi peut-être qu'on pouvait vivre autrement, que peut-être que la façon de vivre à cette époque-là, à ce moment-là, n'était pas l'idéal. Comment est-ce que cette question est devenue controversée ou non controversée? C'est ça qui est intéressant. Donc, nous avons commencé à nous interroger quant aux origines des questions. Les origines des origines.
Et voilà, c'est là que c'est devenu très intéressant. Alors c'est là que ça devient intéressant, mais il faut qu'on avance. Et donc vous amenez des... Il y a des apports fantastiques, majeurs, décisifs dans votre livre. Vous montrez notamment l'influence des penseurs indigènes d'Amérique du Nord sur les philosophes des Lumières, justement. Comme quoi, ce ne serait pas l'Europe qui a éclairé le nouveau monde de sa pensée, mais des habitants des terres qu'elle voulait conquérir qui l'ont inspiré. Vous exhumez notamment la figure d'un philosophe et chef politique amérindien, Kondiarok, dont les vues sur les natures de l'homme, des sociétés humaines, connurent une seconde vie dans les salons européens des Lumières. Donc je ne sais pas si vous voulez parler de cet aspect-là. Mais moi, il y a quelque chose que je trouve vraiment fantastique dans votre livre. C'est un autre apport important, c'est celui de la saisonnalité. C'est-à-dire que vous mettez en lumière le caractère intermittent, saisonnier des organisations sociales de nombreuses sociétés. Et peut-être que vous pouvez nous éclairer avec un exemple. Je pense à l'exemple de la chasse au bison en Amérique du Nord. Voilà. Si vous pouvez nous parler justement de ces organisations sociales liées aux saisons. That's right. I mean, actually, that's how we started out our research. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment comme ça que nous avons démarré nos travaux de recherche ensemble. And our first academic paper together. Lors du premier article que nous avons écrit ensemble, un article pour l'université, nous avons analysé ce thème des variations saisonnières dans l'organisation des sociétés humaines. Tout d'un coup, nous nous sommes rendus compte que c'est quelque chose qui était vraiment au centre. C'était au centre pour trouver un autre début, un début alternatif pour le début du récit humain. Une autre possibilité qui tient compte des preuves, des éléments d'information qu'on avait à notre disposition, mais qui enlève le tapis dessous les pieds de toutes ces personnes dans le monde moderne qui écrivent et qui donnent leur point de vue. Les Rousseau modernes, les Hobbes modernes. Parce que quand on parle de l'état de la nature, il y a une chose dont il faut tenir compte, c'est qu'il n'y a qu'une nature. Est-ce qu'au départ on était très sympa, altruiste et tout le bazar, ou est-ce qu'on était très différent? Breckman, l'économiste, a écrit un livre là-dessus. Ou est-ce qu'au contraire, au départ, on était très égoïste, très méchant et ainsi de suite. Mais l'important, c'est que nous sommes une chose spécifiquement. Nous pensons que cela est totalement faux. Et notre point de départ était un livre qui a été en fin de compte écrit en français en 1910, il me semble. Nous avons sans cesse découvert que certaines des meilleures idées en termes d'archéologie, en termes d'anthropologie, en soit été oubliées ou abandonnées, ou simplement sont passées de mode sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et lorsqu'on ramène ces écrits-là, lorsqu'on les intègre dans les conversations en parlant des découvertes qui figuraient dans ces livres, et quand on en parle avec des archéologues modernes, des scientifiques modernes, on trouve quelque chose de très intéressant. Et un exemple, c'est le petit livre qui a été écrit par Marcel Ross en collaboration avec un homme qui s'appelle Henri Bochart. Et il s'agit des Inuits, les peuples de la région bien au nord. Et dont le titre d'origine, ce livre en anglais s'intitulait « Les variations saisonnières des Esquimaux ». Et dans cette étude, Moss formule une observation.
que ces peuples, et également bon nombre de peuples ailleurs dans le monde, certains des peuples sont des chasseurs-cueilleurs, mais d'autres ne le sont pas. D'autres créent des sociétés basées sur l'agriculture. Et certaines de ces sociétés ont ce que l'on peut appeler une morphologie double. Il y a deux côtés, deux sortes de structures sociales, pas juste une sorte. Deux systèmes par rapport à la loi, deux formes de religion, deux ensembles de relations, des relations différentes entre les genres, deux façons de gérer la propriété. Et ces sociétés peuvent basculer entre les deux alternatives avec une approche à peu près saisonnière. Et cela va de pair avec des changements dans la taille et la structure des groupes humains également. Tout dépend de la saison. Donc, par exemple, l'hiver peut être très très long dans l'une des régions polaires. Ainsi, toutes les personnes se réunissent dans de très grandes maisons, des maisons communales qui, tradition, étaient fabriquées en utilisant une partie du corps des baleines. Et à cette époque-là, il y avait les repas pentagruéliques pour honorer la déesse. Et à ce moment-là, il y avait énormément de convivialité, beaucoup de partage de repas. Personne n'avait le droit de revendiquer que telle propriété, c'était la sienne. Les gens partageaient même leurs partenaires sexuels. Or, à la fin de la saison de l'hiver, les mêmes groupes s'éclipsaient, partaient pour constituer de petites unités familiales qui opéraient selon des principes totalement à l'opposé. Ils étaient finalement très patriarcaux. Il y avait des règles quant à la propriété. Les gens marquaient que telle ou telle arme était leur arme. Il y avait une signature dessus pour illustrer cela. Et on voit des oscillations et des similitudes, des alternatives de cette manière dans bon nombre de sociétés, dans tout un ensemble de sociétés, même dans les sociétés qui vivent dans des environnements beaucoup moins extrêmes. C'était la méthode de l'école française à l'époque, l'année sociologique, de viser l'exemple le plus extrême, depuis des temps, simplement d'exposer quelque chose de basique et de fondamental, ou quelque chose d'élémentaire, comme on peut dire parfois. Le fait de dire telle ou telle chose, c'est ce que l'on voit chez tous les humains, sans exception. Mais ce n'est visible qu'à la personne qui observe, qui joue le rôle d'observateur dans des conditions extrêmes. Donc ici, ce qui était observé, c'était un niveau de créativité politique et un niveau d'expérimentation qui, aujourd'hui, nous échappe. La plupart d'entre nous n'avons pas l'occasion d'expérimenter de la même manière. Nous en entendons parler, effectivement. On voit des festivals ou on voit des carnavals pendant les vacances, par exemple. Mais en réalité, ce sont des fonds sonores qui sont très lointains. Ce sont des versions très diluées de choses les choses que je viens de décrire, qui à l'époque, a priori, étaient plutôt fondamentales. Donc avec David, nous avons pris tous ces enseignements très au sérieux et nous avons commencé à regarder les preuves
archéologique, mais à travers cet objectif que je viens de décrire. Et c'est ainsi que nous avons commencé à trouver ce que nous avons considéré comme étant de meilleures solutions aux problèmes qui avaient fait gratter la tête de curiosité aux archéologues depuis des siècles. Par exemple, même dans cette région et plus à l'ouest en Dordogne, à l'époque de la dernière ère glaciaire, on peut trouver des exemples d'individus qui étaient très très clairement des chasseurs-cueilleurs, des milliers d'années avant l'introduction de l'agriculture. Et ces personnes-là, leurs restes ont été découverts dans des caveaux. On trouve des restes de leur enterrement, les preuves de leur enterrement. Et ces individus sont enterrés de telle façon à ce que si on avait trouvé ça actuellement, on aurait dit « Ah, l'enterrement est tellement fastueux » ou les preuves, cela devait être un prince, une princesse. Il y a des exemples très connus en France. À l'époque préhistorique, on aime désigner des noms. Il y a une personne de la période de Magdalène qui a plusieurs milliers d'années à Saint-Germain-de-la-Rivière en Gironde, il me semble. Et il s'agit d'une jeune femme qui avait été enterrée, mais qui avait été enterrée avec des quantités énormes d'éléments de décoration corporelle. Et aujourd'hui, on est en mesure d'analyser tous ces composants. Aujourd'hui, nous pouvons analyser les colliers, par exemple. Le collier que portait cette femme a été fabriqué à partir des dents d'animaux sauvages, de red deer, je ne trouve pas le mot, des animaux sauvages qui étaient chassés dans les forêts à presque 300 km du lieu de l'enterrement de la jeune femme, dans le nord de l'Espagne, au sein du Pays basque. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Si la société humaine, avant le point de départ de l'agriculture, était censée une société qui habitait dans des conditions d'égalité, pourquoi est-ce que nous trouvons ces lieux d'enterrement, ces lieux fastueux, pas seulement en France, mais également partout à travers toute l'Europe de l'époque, même jusqu'à la Russie. Et on retrouve les restes de ces enterrements où les personnes enterrées ont été enterrées comme des rois et des reines. Les archéologues en ont débattu. Est-ce qu'il s'agit de sociétés de rang? Ce sont des personnes qui avaient un certain rang. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne trouve que les lieux d'enterrement? Où sont les fortifications? Où sont les lieux de stockage centraux et toutes les autres indications de cette société où l'égalité ne prônait pas forcément. Donc, comme je le disais, nous avons commencé à analyser le sujet en tenant compte des idées de Marcel Mauss. Et nous avons aussi regardé la situation environnementale de ces lieux d'enterrement. Et nous avons découvert qu'il y a en fin de compte ce qu'on appelle des écotones. Il y a eu des variations saisonnières extrêmes à l'ère glaciaire. Et de nos jours, en utilisant des techniques telles que l'analyse, en utilisant les isotopes, nous pouvons même reconstituer certains détails des déplacements saisonniers.
Et donc, nous avons commencé à reconstruire les choses de cette façon. Et il s'est agi de sociétés qui ressemblaient plutôt aux sociétés dont parlait Moss. Des sociétés qui étaient capables de construire, de mettre en place des hiérarchies dans une ère de vie, dans une zone de vie à un moment donné dans l'année. Et puis, ces mêmes sociétés pouvaient faire un pas à gauche ou à droite et s'en extraire, et puis y retourner par la suite. Et puis s'en extraire et y retourner. Une double morphologie, comme je le disais. Et nous pensons que cela est beaucoup plus logique au final. Cela crée le chaos également pour les autres théoriciens. Parce que c'est un peu comme le Joker dans un pack de cartes. Si on ne sait pas démarrer, si on n'est pas sûr de pouvoir démarrer sûr et certain avec X ou Y, comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire de l'humanité, comment l'humanité est tombée de l'état de grâce pour atterrir dans un état d'inégalité? Cela va à l'encontre d'une autre idée aussi. L'idée comme quoi les êtres humains au départ, il y a très très longtemps, étaient très bêtes. Bêtes dans le sens où soit les êtres humains s'adaptaient tel un animal à leur environnement, bêtes dans le sens où ils étaient incapables, mentalement parlant, que consciemment ils étaient incapables de concevoir le genre de société dans laquelle ils voulaient habiter. Parce que l'un des points le plus probants de la littérature anthropologique à ce sujet est que ces variations, ces changements de comportement en fonction de la saison, c'est quelque chose qui est fait en toute conscience par les personnes concernées. L'un de nos exemples préférés, si je puis me permettre, provient des descriptifs des nations qui habitaient dans les plaines en Amérique du Nord, les Cheyennes, les Lakota et ainsi de suite. Ces populations-là avaient une police saisonnière qui avait tous les pouvoirs de la police, qui pouvait vous mettre en prison, qui pouvait vous battre, qui pouvait vous punir. Mais cette police avait le droit d'exister pendant plusieurs mois seulement. Lorsque les préparatifs étaient en cours pour la chasse annuelle du bison, du buffalo, tout était concentré autour de cette chasse. Cette chasse était primordiale pour la vie de ces gens. Il s'agissait de la nourriture qu'on allait pouvoir stocker pour le reste de l'année. Les peaux des bêtes allaient être utilisées pour fabriquer des vêtements, les maisons, etc., les toitures. Et pendant ces 3 mois, il y avait un respect à 100%. Mais une fois que la chasse était terminée, et une fois que les rituels de Sundance, les danses devant le soleil, avaient pris fin, la force policière disparaissait. Et personne n'avait le droit d'exercer, n'avait plus le droit d'exercer ce genre d'autorité. Vous allez peut-être me dire que c'était une réponse adaptative à la Darwin pour s'adapter à l'environnement, mais vous auriez tort de me dire cela. Il est très clair que cette approche a été mise en place de façon très consciente, très réfléchie. Et la preuve est que les différentes personnes qui faisaient partie de la police, les personnes changeaient et ça tournait entre les différents clans tous les ans. Donc on pouvait être la personne qui punissait une année donnée, mais l'année d'après, on pouvait être la personne qui allait subir les punitions. Ça, je trouve que c'est une théorie très intéressante quant à la façon de gérer la police. C'était des gens très malins, futés.
Alors, dans votre livre, on retrouve aussi ces formes d'expérimentation dans les origines de l'agriculture. Voilà, vous nous faites remonter aux origines de l'agriculture en expliquant que son apparition n'a pas constitué une rupture aussi radicale qu'on a tendance à le penser dans le cours de l'histoire, qu'entre le mode de vie dominé par les ressources sauvages et celui fondé sur la production de nourriture, la transition a duré à peu près 3000 ans. Donc nos ancêtres n'ont pas basculé dans l'agriculture, mais ont expérimenté, justement, ont jonglé entre des modes de production. Ils ont effectué, comme vous nous l'avez expliqué aussi, des allers-retours entre différentes formes d'organisation sociale selon les périodes des années. Et donc il n'y aurait aucun sens de parler de révolution agricole vu la lenteur et la complexité des processus. Et vous soulignez également que l'agriculture a d'emblée été bien plus qu'un nouveau système économique, que c'était aussi un lieu où sont apparus des rituels. Donc on ne va peut-être pas parler de toutes les formes d'agriculture, notamment au néolithique, mais moi j'aimerais qu'on se concentre sur un chapitre de votre livre qui s'intitule « La femme, cette scientifique », où vous montrez que, aussi loin qu'on le remonte dans le passé, on trouve des associations très fortes entre les femmes et les connaissances liées aux plantes, que ce soit dans les méthodes de production d'aliments, de médicaments, de pigments, même de poisons, faites à partir de la flore sauvage, ou dans des formes de savoir plus abstraites. Et donc, vous évoquez le lien entre l'écologie néolithique et la visibilité des femmes dans la vie artistique et rituelle. Et donc, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que cette écologie, cette visibilité des femmes que vous pointez, est-ce que dans votre enquête, est-ce que vous avez pu avoir connaissance d'émergence de sociétés matriarcales, donc dominées par les femmes? Qu'avez-vous découvert sur le sujet? Peut-être que vous pouvez nous parler des travaux d'une chercheuse, Marija Gimbutas. Et j'ai une autre question liée. Je vous les pose les deux, parce qu'après vous allez parler longtemps. C'est si les femmes ont eu ce rôle primordial dans les connaissances et les usages des plantes, dans cette science du concret qui se serait développée au néolithique, comment se fait-il qu'elles aient été reléguées au rang de subalternes? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va commencer avec la deuxième question et on va remonter le fil. Il y a un exemple très simple qui montre comment les femmes étaient invisibles au début de l'histoire humaine. Il y a le livre par l'historien israélien Sapiens. Sapiens. That one. Ce livre-là. Je ne sais plus son prénom. Harari. Écrit par Harari. Harari. And it tells this story about how humans Le livre raconte did not really comment domesticate les êtres humains wheat. n'ont pas vraiment réussi à domestiquer le blé. It was the wheat that En réalité, domesticated us. c'est le blé qui nous aurait domestiqués. If you think about it, he says, Si on y pense, this must be true. Harari dit, cela doit être vrai. Think about all the time we spend Pensons clearing à fields, tout le temps que nous passons à déblayer, à nettoyer les champs, fertilizing the earth, à rendre la terre fertile, just to à mettre produce de the l'engrais food on which juste afin de pouvoir 8 billion produire people now depend. la nourriture dont 8 milliards de personnes dépendent. The wheat, the crops have Le blé, domesticated us. l'agriculture, la culture, c'est ce qui nous a domestiqués. It sounds like a very
Cette idée paraît très attractive. Or, si on y pense pendant juste quelques instants, évidemment que c'est ridicule. Le blé, c'est une forme d'herbe. Nous avons des cerveaux. Et en réalité, si on regarde de près les preuves au sujet de la domestication des plantes, et si on regarde en arrière, si on regarde l'histoire, ou plutôt des êtres humains, qu'est-ce qu'on voit? On voit un processus très long avec énormément d'expérimentation. Et il y a de très bonnes raisons pour cela. Il y a de très bonnes raisons pour croire qu'une grande partie de cette expérimentation que je décris a été réalisée par les femmes. Donc, en fin de compte, ce que nous avons dans le récit de Harari, cela ressemble au livre de la Genèse, où on dit les femmes et les connaissances. Ça ne va pas bien, c'est un piège. On est tombé dans le piège et on ne s'en est jamais sorti. C'est le fantasme misogyne ultime. Mais il y a des versions plus subtiles de cela. Et bien sûr, je ne veux pas dire quoi que ce soit pour critiquer Claude Lévi-Strauss, mais cela est très frappant. Lorsqu'on lit son livre très connu, La pensée sauvage, le titre en anglais est très mauvais, The Savage Mind, cela se traduit très mal. Il parle de ce qu'il appelle la science néolithique. La science du concret, du tangible. Et il dit que ce n'est pas la même chose que la science moderne, parce que c'est un processus d'expérimentation et de découverte qui a eu lieu en proximité, en grande proximité aux matériaux, pas dans un laboratoire qui est totalement séparé et loin de la vie au quotidien. Soit dit en passant, ce matin, j'ai fait quelques courses avec mon fils, pas très loin d'ici. Et dans le supermarché, nous avons vu toute une étagère où c'était marqué « bricolage ». Et c'est le terme qu'on utilise parfois quand on parle de ce genre de science. L'expérimentation ad hoc, le bricolage, on essaye. Mais c'est aussi une façon valable de faire des découvertes scientifiques. Et il propose des centaines d'exemples d'un peu partout dans le monde. Mais il ne mentionne quasiment jamais que presque tout ce travail de découverte est réalisé par des femmes. Et ça, je pense que c'est important si on veut parler du genre, de la contribution des hommes et des femmes au sein de la société. Vous avez mentionné l'archéologue Maria Demutas. Elle était lituanienne. Elle a passé une bonne partie de sa vie en Amérique du Nord. Et c'était vraiment l'experte de premier plan au niveau des études européennes et au sujet de tout ce qui est préhistoire sur les Balkans et sur l'Europe centrale. Mais elle a également écrit un certain nombre de livres, on va dire populaires, avec des titres tels que les dieux et les déesses de l'Europe ou la religion de la déesse. Et de nos jours, on l'associe essentiellement avec l'idée comme quoi
les sociétés initiales d'agriculture, les sociétés néolithiques en Europe, c'était des sociétés qui étaient gouvernées par des femmes. C'était des sociétés matriarcales. Et si on regarde de très près ce qu'elle a écrit, elle est très explicite. Elle ne dit pas, elle dit très clairement en fin de compte qu'elle n'est pas là pour défendre les sociétés matriarcales. Elle invente même d'autres termes tels que matristique. Elle plaide essentiellement en faveur de l'autonomie des femmes. L'autonomie des femmes par rapport aux hommes, surtout dans les sphères des rituels et de la religion, ou des religions, et également vis-à-vis de certains aspects de l'économie. Et si vous regardez les toutes dernières publications scientifiques, et si on regarde ce qui a été publié sur le site de Çatalhöyük, au centre de la Turquie, dans la plaine de Konya, vous verrez un article qui a été écrit il y a 1 mois ou 2 mois. Cela est basé en partie sur l'ADN, sur les études de la génétique ancienne. Et cela soutient, cette étude soutient très très largement ce que disait Marija Dimboutas. Et cela nous permet de confirmer à travers le symbolisme et à travers les dessins qui ont été retrouvés sur place à ce site de Çatalhöyük. Donc, il ne s'agit pas ici d'une théorie farfelue. Désormais, c'est quelque chose qui est suggéré très ouvertement par les préhistoriens spécialisés, alors que cela fait des décennies et des décennies que malgré le travail de Dimboutas, malgré toutes les idées qu'elle a proposées, très franchement, on s'est moqué d'elle et de ses idées. Donc, il y a des cycles. La roue tourne. La roue tourne et le temps passe. Donc il faut juste que, avant de donner la parole au public, j'aimerais juste qu'on parle une dernière question. Comme vous vous en doutez, de toute façon, on ne pourrait pas faire le tour de cette somme. Mais vous l'avez évoqué en préambule, vous questionnez le rôle et la définition de l'État. Vous avez parlé des villes sans gouvernement. Et bien entendu, les formulations théoriques classiques partent du postulat qu'une société qui s'étend, se développe, qui devient complexe, a forcément besoin d'un État. Vous semblez considérer que nous avons donné trop d'importance à cette forme particulière d'organisation politique. Et j'aimerais juste que vous nous parliez d'une forme politique très particulière d'une ville, je vais sûrement mal la prononcer, qui s'appelle Teotihuacan, donc une ville de l'Amérique précolombienne qui a été fondée en -100 avant Jésus-Christ et qui s'est éteinte au 7e siècle. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette ville, de son mode de gouvernement ? Pourquoi vous avez voulu en parler ? En quoi ça vous semble un bon exemple, justement ? Comment cette ville s'est fondée? Pourquoi elle s'est éteinte? Comment elle s'est transformée? Oui, il faut savoir que c'est un exemple qui est très, très connu, en tout cas dans le domaine de l'archéologie. Il s'agit de la vallée du Mexique. C'était à peu près, ça s'est passé au 1er siècle.
you get the development there of a city. Il faut imaginer qu'à cet endroit précis, il y a une ville, une grande ville qui s'est développée. Within 1 or 2 centuries, et au bout de 100, 200 ans, cette grande ville a pu fonctionner à peu près comme fonctionnait la ville de Rome lors de son empire. Il est très difficile d'estimer combien de personnes y habitaient. On parle de 100 000 à 300 000 personnes qui ont pu habiter dans cette ville. Il s'est agi de cette ville qui Teotihuacan, ce n'est pas le nom d'origine de la ville. Personne ne connaît le nom d'origine de la ville. C'est le nom qui a été donné à la ville par les Aztèques. Ils ont donné ce nom aux ruines de la ville lorsqu'ils ont migré vers cet endroit plusieurs siècles après que la ville avait été abandonnée. Il y a un système d'écriture dans cette ville Teotihuacan et actuellement il y a des personnes qui commencent à déchiffrer cet alphabet. Donc peut-être que par la suite, nous pourrons comprendre la langue. Selon les théories actuelles, lorsque vous avez une ville de cette taille, forcément, on s'attend à ce qu'il se passe un certain nombre de choses. Tout d'abord, on s'attend à trouver une administration centrale pour organiser la vie au quotidien. Aussi une augmentation dans les inégalités sociales, avec la désignation par exemple de managers, entre guillemets, probablement des rois, des empereurs, qui sont chargés de tout contrôler. Et en fin de compte, si on regarde le site de près, de prime abord, on a l'impression que c'est exactement ça qui devait exister. On voit effectivement qu'il y a toute une zone centrale. Une zone centrale remplie de structures monumentales. En tant que touriste, on peut visiter certaines des pyramides en Égypte. Ce sont tous des noms que les Aztèques ont inventés pour ces structures. Le temple du serpent à plumes. Traduction approximative. Et donc, on peut imaginer qu'effectivement, il y avait les rois, les empereurs qui gouvernaient le tout. Alors que, fort heureusement, aux années 60, un archéologue qui s'appelle René Milon a organisé la plus grande étude sur place, sur site, une étude archéologique qui n'ait jamais eu lieu. Et cette étude a montré qu'il y a une transformation fondamentale dans la structure et dans la gouvernance de cette ville. Et cela a eu lieu environ 250 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. À partir de ce moment, il n'y a plus eu de construction gigantesque, monumentale. Le grand temple a été fermé et a même été vandalisé. Ils ont cassé les têtes, les visages des statues et même une plateforme énorme a été construite afin de cacher la façade du temple. Et au lieu de construire ces pyramides énormes, ces temples énormes, le travail des résidents de Teotihuacan a été tout autre. C'est-à-dire, le travail des personnes qui habitaient dans cette ville a été de construire des maisons
pour les autres citoyens. Ces blocs d'appartements ou de maisons ont été construits et ces maisons ont couvert toute la ville de façon très organisée, de façon très structurée. Lorsque ces maisons-appartements ont été trouvées au début, il a été considéré que c'était des palais, tellement ces appartements sont bien construits, avec de la place, par exemple, pour 4 unités familiales organisées autour de ce qu'on appelle un plaza, avec un système d'évacuation des eaux usées en dessous des sols, un système très évolué, avec des peintures rupestres, des murales magnifiques. Les archéologues, au départ, étaient convaincus qu'il s'agissait de palais. Et puis petit à petit, ils ont commencé à comprendre que tous les citoyens habitaient un palais. D'un bout à l'autre de la ville, on trouvait exactement la même construction. Comme je le disais, à Teotihuacan, il y avait un système d'écriture. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de tout comprendre de ce qui a été écrit. Donc, nous ne savons pas réellement en détail quel a été le processus qui a fait que cette transformation incroyable a eu lieu. Dans cette ville, nous sommes passés d'une société fortement hiérarchique où les êtres humains étaient physiquement sacrifiés et leurs corps ont été littéralement placés en dessous des fondations des pyramides avec les mains attachées dans le dos. On a quitté ce genre de société pour atterrir dans une société qui était organisée selon des principes bien plus égalitariens, où le niveau de vie de chacun, de toutes les personnes ordinaires, très clairement était bien meilleur. Et même nous, aujourd'hui, on pourrait dire, on serait ravis de vivre dans ce genre d'environnement. Mais Milan, ainsi que d'autres experts, tels que l'archéologue américain George Calville, en réalité, eux, ils ont parlé d'une révolution. Ils ont osé utiliser le mot révolution. Donc voilà, nous avons un exemple d'une société urbaine qui change de direction, d'orientation de façon radicale. Et dans notre livre, nous donnons un certain nombre d'autres exemples où indéniablement, il y a eu des sociétés, de grandes sociétés, qui ne se conformaient pas à l'attente comme quoi lorsqu'on augmente la densité d'une ville ou lorsqu'on augmente le nombre de citoyens qui vivent dans la même ville, forcément, il faut une organisation plus hiérarchique. Alors effectivement, le livre donne plein d'exemples. Moi, j'ai plein de questions encore à vous poser, mais on va vous donner la parole. Alors peut-être qu'il faut faire un peu de lumière. Donc est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'il y a 2 micros qui doivent circuler dans la salle. Levez bien les mains qu'on vous voit, parce que vous êtes nombreux et on vous voit pas très bien. Et tout le monde doit avoir très chaud. Alors, est-ce que des mains... Oui. On pourra discuter à l'extérieur aussi. C'est prévu. Il y a une personne qui a levé la main là, juste là. Bonjour et merci beaucoup. Est-ce que vous croyez qu'à l'échelle de la planète, dans une société extrêmement hiérarchisée et peut-être de plus en plus hiérarchisée, on serait en mesure d'envisager une rupture telle que vous la décrivez, telle que vous venez de la décrire, et revenir, changer radicalement de système et revenir à une vie beaucoup moins hiérarchisée? Merci. C'est un peu le point sur lequel nous terminons dans le livre. Par exemple,
Si on abandonne l'idée comme quoi, à un moment donné, nous avons su être une espèce égalitaire qui est tombée dans la hiérarchie par la suite. Mais on accepte que Rousseau posait une question tout à fait raisonnable. S'il y a quelque chose que nous avons perdu en tant qu'espèce, et que cette chose n'est pas l'égalité parce que l'égalité n'a jamais existé, quelle est cette chose donc? Et c'est cela le sujet du prochain livre sur lequel je travaille actuellement, qui reprend les idées qui figurent dans ce livre, comme quoi essentiellement il y a 3 formes de liberté humaine. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus désormais. Or, le point le plus important est la 3e liberté, qui sera aussi le titre du livre. Et c'est précisément cette liberté d'expérimenter, de concevoir et de mettre en œuvre un autre ordre social. Si effectivement il y a une chose que nous avons a priori perdue ces jours-ci, si on compare avec la grande majorité des sociétés humaines qui nous ont précédés, a priori c'est exactement cela. C'est cette capacité à réimaginer, à réinventer, à se réimaginer, à se réinventer. Et c'est peut-être pour cela qu'une aussi grande partie de l'histoire humaine paraît si fantastique, un peu comme de la science-fiction. Et c'est peut-être la raison pour laquelle nous avons beaucoup de mal à comprendre une si grande partie de ce que nous pouvons voir de l'histoire de l'humanité. Parce que cela nous montre un aspect, une partie de nous-mêmes que nous avons été formés à quitter ou à oublier. Et ainsi, de nos jours, nous sommes surtout convaincus que la seule forme de vie qui vaut, ou la seule forme de vie qui a existé, c'est celle que nous vivons actuellement. Et certaines personnes vont dire oui, mais la vie d'aujourd'hui c'est la meilleure vie à vivre, alors que d'autres personnes pourraient dire mais non, au contraire, c'est une tragédie. C'est le point de vue qui est présenté par Mark Fisher, c'est-à-dire le réalisme capitalistique. Comme l'a dit Margaret Thatcher, il n'y a aucune autre alternative. Il n'y a pas de société. Donc c'est cela effectivement le point sur lequel on termine. Bien sûr, dans l'esprit de Rousseau, c'est une provocation. On prend une deuxième question. Alors, si David est capable de faire des réponses très courtes, on en prend 2. Et après, effectivement, on vous invitera à poursuivre la discussion dehors, de manière plus informelle, à la librairie. Donc, on prend 2 questions et je demande à David des réponses assez courtes. Oui, bonjour, merci beaucoup. Vous avez parlé de la place des femmes ici. Vous avez parlé de la place des femmes, notamment dans les sociétés anciennes, notamment par rapport à l'agriculture. Et je n'ai pas très bien compris votre réponse par rapport au processus ou aux mécanismes par lesquels le rôle a été invisibilisé au fil des temps, et des choses qu'on retrouve d'ailleurs actuellement, puisque on retrouve maintenant des compositrices ou des cinéastes pour l'époque moderne. Donc c'est un processus dont on a l'impression qu'il perdure au fil des temps. Donc j'aimerais avoir votre éclairage. Merci. Oui, c'est une question énorme, évidemment. I mean, the first stage
to answering it. La première étape pour tenter d'apporter une réponse is to acknowledge that it was not always this way. Exige de ma part que je précise que les choses n'ont pas toujours été ainsi. It's very clear that most Il est très clair. Of the famous empires. Il est très clair que la plupart des empires, des empires de grande taille du passé en Mésopotamie, en Égypte, afterwards also in China, après également en Chine, and indeed in the Americas, voire également aux Amériques, the Aztec, chez les Incas, les Aztèques. Were extremely patriarchal societies. Il s'est agi à chaque fois de sociétés très patriarcales. This is not true of all ancient civilizations. Or, cela n'est pas vrai de toutes les civilisations anciennes. But it does become a widespread pattern at some point Mais in human à un history. moment donné, dans l'histoire humaine, cela devient le schéma, on va dire le schéma le plus visible. And to begin answering the question of why that happened, Et si je veux commencer à répondre à la question pourquoi est-ce que c'est devenu ainsi, nous devons d'abord reconnaître qu'avant cette situation, il y avait effectivement autre chose. Et c'est exactement pourquoi ce genre de tabou, c'est-à-dire les discussions sur les matriarcats, c'est pour cela que c'est tellement disruptif. On n'arrive jamais au stade où vraiment on peut poser la question, à savoir comment est-ce que ces choses ont changé. Qu'est-ce qui a fait que les choses ont changé? Une chose, à mon avis, qui est très frappante, et qu'il semblerait qu'il y ait une relation forte entre le phénomène d'empire et l'abaissement ou l'enlèvement des droits des femmes en interne dans l'organisation sociétale. Et je pense que si on regarde la situation interne des femmes dans les sociétés où il y a beaucoup de domination, on peut trouver beaucoup de réponses. Récemment, il y a une étude statistique sur les personnes les plus fortunées du monde, les soi-disant 1%. Et la question a été posée, quel est l'équilibre au niveau du poids de la richesse de ces 1% entre les hommes et les femmes? Et la réponse, évidemment, ou en tout cas, la réponse est qu'il s'agit d'une structure très patriarcale. Ce sont les hommes qui détiennent l'argent. Donc, une des choses que nous suggérons dans le livre est que même si nous n'avons pas encore de véritables réponses à ces questions, nous soupçonnons que les réponses, nous allons les trouver à l'échelle des relations humaines presque au niveau des individus. Pas au niveau des villes, au niveau des États. Ce n'est pas là que nous trouverons le plus grand nombre d'exemples. Mais les changements fondamentaux au niveau des relations entre les genres et les structures familiales, c'est ça qui fera, à notre avis, qu'on trouvera les réponses à ces questions. Alors on prend une dernière question. Oui, merci. En fait, en vous écoutant parler des saisonnalités, j'ai pensé à des choses très quotidiennes que chacun d'entre nous peut expérimenter, entre la vie au travail, la vie domestique, le fait de vivre à l'étranger, de vivre dans son pays. Et ma question, c'est finalement à quel moment est-ce que ces alternances, qu'on peut tout à fait comprendre à travers sa propre expérience, deviennent un signal anthropologique, un objet d'étude, quelque chose qui raconte quelque chose sur la société. Because in modern day life, I can think of my life.
Les anthropologues sont aussi des êtres humains. Récemment, j'ai discuté avec un anthropologue social qui travaille en Amazonie. Et vous pourriez considérer que les variations saisonnières, c'est quelque chose de tout à fait normal, par exemple, d'étudier cela dans les forêts tropicale en Amazonie. Mais cette personne, à cause de cet anthropologue, à cause de sa formation, ce n'était pas la question que elle avait en tête. Elle regardait autre chose, elle regardait l'écologie, mais de façon plus adaptive. Elle ne s'intéressait pas forcément au changement dans la structure sociale. Et puis, elle a lu notre livre, elle a commencé à regarder les choses de façon différente par la suite. Et ainsi, récemment, elle m'a envoyé un message très sympathique en m'expliquant qu'elle comprend désormais différemment ce qu'elle a devant ses yeux. C'est quelque chose qui est très gratifiant, j'en suis ravie de savoir que le terrain, les personnes qui travaillent sur le terrain peuvent me faire ce genre de retour. Mais comme le savent tous les anthropologues, le travail sur le terrain, c'est quelque chose de dialectique. On arrive avec des questions et les questions avec lesquelles on arrive conditionnent ce que l'on voit, ce que l'on va enregistrer et aussi ce que l'on va rater. Merci beaucoup. Merci à David. Merci à Dawn.